effectivement, nous avons aujourd'hui la chance de recevoir en quasi-totalité le Conseil national du numérique, dont certains membres, je le dis, seront dans la salle, dans les premiers rangs, et également en coulisses, et je vais les appeler. Jean-Baptiste Souffron, Valérie Peugeot, Godefroy Beauvalet, Tristan Nitto, Sophie Penn, Nathalie Sonac et Daniel Kaplan. Désolé Daniel, il en fallait. Alors Daniel, peut-être justement on va commencer par vous, si vous pouvez vous présenter en une ou deux phrases et puis on va faire un tour de table comme ça. J'ai quand même un micro, donc j'ai pas tout perdu. Donc je suis Daniel Kaplan, je suis le délégué général de la FING.org. Je suis Sophie Penn, je suis professeure à l'université Paris-Descartes. Tristan Nitto, fondateur de Mozilla Europe, porte-parole du projet Mozilla avec lequel je suis impliqué depuis 16 ans. Bonjour, Godefroy Beauvalet, je dirige le fonds AXA pour la recherche. Je suis maître de conférence associé à Télécom Paris-Tech. Bonjour, Valérie Peugeot, présidente de l'association VCAM et je travaille comme prospectiviste à Orange Labs, la R&D d'Orange. Oui, bonjour, je suis Jean-Baptiste Souffron et je suis le secrétaire général du Conseil. Bonjour, Nathalie Sonac, je suis professeure à Paris 2 et je dirige l'Institut français de presse. Merci. Alors, pour présenter le Conseil, je me suis un peu demandé comment le définir. Et en fait, la meilleure définition que j'ai trouvée, c'était celle dans le décret constitutif. Premier article et premier alinéa, simplement. Donc, le Conseil national du numérique a pour mission de formuler de manière indépendante et de rendre public des avis et des recommandations sur toute question relative à l'impact du numérique sur la société et sur l'économie. C'est-à-dire que c'est extrêmement vaste. Et pour vous rendre compte un petit peu du côté vaste du Conseil national du numérique, on peut regarder les groupes de travail où vous en avez sur la santé numérique, l'éducation numérique, le volet numérique du projet de partenariat transatlantique. Donc ça, vous savez, c'est le fameux accord de libre-échange entre États-Unis et Europe. Projet d'accord. Pas encore signé, ouais. Les écosystèmes de plateformes, l'inclusion numérique, la fiscalité du numérique, la neutralité du net. Donc beaucoup de sujets qui couvrent aussi, vous l'avez vu ces dernières années, il y a de plus en plus de projets de loi qui touchent directement au numérique ou indirectement, parfois dans des toute petite partie du projet de loi, et donc il n'y a pas forcément une vigilance politique sur ce qui concerne le numérique dans les travaux législatifs. Et puis il y a aussi des problématiques de société qui se posent de plus en plus souvent. On voit avec l'affaire Snowden, on a maintenant des problématiques de vie privée qui se posent, aussi de vie privée vis-à-vis des entreprises. On a les problèmes de santé connectée qui commencent de plus en plus à arriver, enfin, d'égalité d'accès au numérique, donc beaucoup de problématiques qui ont, j'imagine, justifié la création d'un Conseil national numérique. Peut-être, Jean-Baptiste, vous pouvez nous faire un petit... Oui, en fait, le Conseil, c'était une instance qui avait été créée sous, non pas le précédent gouvernement, mais même celui encore d'avant, pour faire l'interface entre le secteur du numérique et les acteurs politiques. Parce qu'il y avait un manque qui avait été constaté, parfois une difficulté à traduire les concepts, à expliquer, à convaincre. Et puis, quand il a été reconstruit en 2013, il a été transformé autour d'une base plus large. À la base, c'était 18 membres. Là, c'est 30 membres. D'ailleurs, il y en a quelques-uns qui sont là devant. Il y en a une qui est là-bas, qui est dans le jury pour les startups. Enfin, ce sont des gens très variés. Ça fait à peu près un tiers de chercheurs, un tiers de gens issus de la société civile et un tiers de gens issus du monde de l'entreprise, startups ou plus grandes entreprises, et qui se réunissent en fait pour prendre des décisions qui sont très travaillées en amont, avec des réunions, des groupes de travail, ce qu'on appelle aussi des vendredis contributifs où tout le monde est invité à venir participer, qui votent les décisions et ces décisions, ils choisissent les sujets en fait, soit par eux-mêmes, c'est ce qu'on appelle entre nous les autosaisines, soit parfois on leur pose une question et ça peut être un ministre ou parfois un écosystème qui dit parce que par hasard vous ne pourriez pas répondre à telle ou telle question, et à ce moment-là ça enclenche un processus de travail et à la fin des propositions. Justement, quand on lit un peu le décret, on voit que le décret est assez laxiste puisqu'il permet de se réunir qu'une seule fois par an. Et j'imagine que ce n'est pas le cas parce que vous avez rendu, depuis la création du CNUM, une trentaine de décisions, 7 avis l'année dernière, 4 rapports. Donc comment concrètement vous fonctionnez pour produire ces avis et ces rapports? Godefroy, ou allez-y, Valérie. Oui, alors effectivement, on se réunit un peu plus que ça. En fait, j'imagine. Le conseil, c'est 30 personnes et il rend des décisions de manière bien constituée quand on est tous ensemble. Donc il y a une plénière par mois et c'est le moment où on débat et où on décide, on vote nos avis et nos recommandations.
En amont de ça, pour le préparer, il y a à la fois des groupes de travail donc qui viennent instruire, préparer, qui sont composés de membres. On a également des parlementaires avec lesquels on est en rapport, qui sont des membres correspondants, enfin les membres parlementaires. Et puis surtout, le Conseil, il est légitime quand il connecte avec l'écosystème, avec les startups, avec tous les gens qui sont des usagers du numérique, avec les penseurs du numérique, etc. Avec les penseurs pas du numérique qui ont besoin de penser le numérique aussi. Et ça, on le fait sous diverses formes. On a les vendredis contributifs, qui sont des moments d'audition collective. On a des auditions, on a des groupes de travail. Vendredi Donc on a collectif, juste tout pour un préciser, ensemble. c'est à Paris. Ça ne se fait pas encore en région. Alors, aujourd'hui, on en a organisé pas mal à Paris. On a un théorème d'existence. Il y a eu un vendredi contributif à Montpellier. Donc, il en existe hors de Paris. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. C'est aujourd'hui encore très minoritaire. On a aussi des consultations en ligne. Mais indéniablement, il y a à progresser sur ça. Alors moi, il y a quelque chose qui m'intéresse dans le Conseil national du numérique, c'est son nom. Je trouve intéressant, et d'ailleurs, il y a un changement aussi d'intitulé au niveau du ministère. C'est qu'avant, on parlait beaucoup d'économie numérique, mais ce n'est pas un Conseil national de l'économie numérique, mais un Conseil national du numérique. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Peut-être Valérie, si vous voulez. Effectivement, ce changement de vocabulaire, ce changement sémantique, il n'est pas neutre, loin s'en faut. Il dit bien ce que le fait que le numérique s'introduit dans la plupart des activités humaines et que ce qui se produit au contact du numérique, c'est lié pas seulement à l'économie ou à l'innovation, mais c'est lié aussi à nos manières de faire société. Donc on a besoin de penser la place, le rôle, le contrôle, l'organisation du numérique au fur et à mesure qu'il s'introduit dans les différents secteurs d'activité de la société. C'est pour ça que notre rôle est défini de façon très large. Vous avez mentionné la santé. Bien sûr, la santé a aussi un pied dans l'économie. Tout a aussi un pied dans l'économie. Mais bien sûr, il y a toute une pan de réflexion sur la santé numérique qui n'a rien à voir avec l'économie. On se demande un peu aujourd'hui qu'est-ce qui n'a pas attrait au numérique. Nous, on se pose la question. C'est bien pour ça qu'on travaille autant. Finalement, le Conseil national du numérique, c'est le Conseil national d'un peu tout ce qui touche aux citoyens d'aujourd'hui. Oui, en fait, c'est effectivement une des difficultés auxquelles on est confronté, c'est que notre action, elle est par nature complètement interministérielle, quand on doit s'adresser à des ministères. Elle concerne aussi les collectivités territoriales. Du point de vue de l'action publique, elle concerne tout le monde. Et donc, notre travail nous oblige, nous amène à interagir avec toute une panoplie d'acteurs dont aujourd'hui, seulement une toute petite partie a pris conscience de l'importance du numérique dans la transformation de leur action et de leur manière de penser l'action publique. Donc ça fait partie de notre travail, c'est d'amener cette forme de culture de la transformation à l'intérieur des différentes institutions, mais pas que des institutions, aussi dans le dialogue avec les entreprises, dans le dialogue avec le secteur associatif, etc. Tous nos interlocuteurs. Un de nos premiers rôles, avant même de faire des recommandations, c'est de participer de cette acculturation sur les interactions entre le numérique et la société. Alors peut-être, je ne sais pas qui peut nous donner des exemples un peu de travaux sur lesquels vous avez des thématiques qui vous ont particulièrement frappé, peut-être l'année dernière, par exemple, dans vos rapports. Je pense à, par exemple, l'inclusion numérique, un sujet, même un mot qui n'est pas forcément connu. Je vais en dire un mot parce que le micro est de ce côté-là, mais la patronne de ce groupe-là, c'est Valérie. Sur le thème de l'inclusion, probablement, c'est vrai que c'est un des sujets, si j'ai bien compris, d'ailleurs, il fait une bonne partie du trafic du site, c'est un des sujets sur lesquels on s'est efforcé à la fois d'éprouver les méthodes de travail du Conseil, et ces fameux vendredis contributifs, ça vaut la peine qu'on s'y arrête une seconde. Au fond, on était nombreux à avoir fait partie de différents conseils, etc., et à se dire... s'il s'agit de recevoir les corps constitués qui vont venir nous raconter pendant un quart d'heure ou 20 minutes, selon le temps qu'on leur donne, les trucs qu'ils ont déjà écrits partout, comme on sait lire, etc., on va s'ennuyer, ça va prendre un temps fou, on va pas faire comme ça. Et donc on a dit, tiens, on va imaginer un truc où on va dire aux gens, si vous voulez venir, vous écrivez. En général, ils le font. Et vous venez à plusieurs et on travaille ensemble pour essayer d'imaginer comment on avance. Un certain nombre de gens nous ont dit, mais vous n'allez pas pouvoir demander ça aux associations professionnelles. Et on a dit, si, on va le faire. Et en fait, en général, ça ne marche pas à tous les coups. Des fois, il faut faire des auditions quand même. Mais en général, la réponse, c'est si. En fait, ça marche. Et ça nous permet aussi, d'ailleurs, d'avoir d'autres gens.
Et dans le cas de l'inclusion numérique, on a énormément demandé à des gens qui avaient sur le terrain des actions en matière d'inclusion qui s'appuyaient sur le numérique plus ou moins, ou qui avaient des travaux universitaires ou des élus locaux, ou etc., de venir et de raconter et de travailler avec nous et de réagir un peu en temps réel à des idées qu'on jetait comme ça. Et ça a été un point important. Du point de vue du fond, et Valérie dira bien mieux que moi les recommandations, ce qu'on a voulu essayer de travailler, c'était au fond de dépasser une vision assez classique et qu'on traînait tous derrière nous, qui était l'inclusion numérique, c'est la fracture numérique, c'est-à-dire tout le monde ne fait pas du numérique. D'ailleurs, juste pour vous interrompre sur ce point, oui. C'est intéressant parce qu'il me semble que la saisine était uniquement sur l'aspect fracture numérique et que c'est le Conseil qui a choisi d'élargir vraiment à la thématique. Oui, mais c'était par automatisme, parce que quand on a commencé à dire ça au cabinet de Fleur Pellerin, les gens ont dit oui tout de suite, à peu près. Hein. Mais ensuite, il a fallu... en fait, il faut y revenir plusieurs fois, parce qu'on nous dit oui tout de suite, puis après, il faut... Mais ça montre l'aspect éducatif aussi sûr. de votre travail auprès des ministères. Je crois. Parce qu'au fond, ce qui nous a intéressés, c'était plutôt... qu'est-ce que c'est qu'être inclus dans une société où le numérique est important ? Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, parce que du coup, ce n'est pas forcément d'utiliser tout le temps numérique. Du coup, on peut se dire de temps en temps, le numérique est un facteur de renforcement de certaines formes d'exclusion. Qu'est-ce qui se passe si le numérique fait disparaître des formes de médiation sur le terrain dont les gens ont besoin, etc., etc. Donc, on a été revisiter ce sujet-là sous l'angle qu'est-ce que le sujet de l'inclusion devient dans la société telle qu'elle est aujourd'hui. Et ça nous a permis, je pense, à la fois d'accueillir des gens qui ne se sentaient pas du tout à l'aise dans le débat sur la fracture numérique, c'est-à-dire sur le développement du nombre d'utilisateurs, mais qui avaient des pratiques d'inclusion qui s'appuyaient sur le numérique de manière tout à fait caractérisée, et puis de proposer effectivement des actions qui s'adressaient à toute une série d'autres acteurs. Et sur ce, je passe le micro et le bébé à Valérie. Oui, juste pour compléter, Daniel a très bien dit, mais quand on a eu cette saisine, en fait, ça est arrivé à un moment un peu particulier. Au début des années 2000, il y avait des politiques relativement dynamiques, aussi bien du côté français qu'européen, sur ces questions de fracture et d'inclusion numérique. Et puis, le soufflet était retombé, en quelque sorte, parce que quelque chose qui était de l'ordre du non-dit, mais partagé plus ou moins informellement par les décideurs de toutes sortes, c'était finalement la fracture numérique, elle se résorbe plus ou moins toute seule. Regardez, tous les gens utilisent Facebook, tout le monde est sur les réseaux sociaux, etc. Donc ça va venir, les petits-enfants forment les grands-parents. Enfin, on entendait beaucoup de discours comme ça, les digital natives, tous ces mythes autour de finalement les technologies qui se diffusent naturellement et ce n'est plus un problème. Et donc, le gouvernement avait quand même senti que c'était pas si simple, mais se rendait bien compte qu'on pouvait plus se contenter de reprendre les recettes des années fin 90, début 2000. Quoi. Et donc, ils étaient vraiment demandeurs d'une nouvelle vision stratégique, et c'est ça qu'on a essayé d'élaborer. Mais encore une fois, pas de l'élaborer nous tout seuls en chambre, mais de l'élaborer en s'appuyant sur les pratiques des acteurs, et notamment d'un certain nombre d'acteurs qui, justement, se sentent un peu orphelins, parce qu'on est dans une période où leur travail n'est plus vraiment reconnu, où il doit évoluer, se renouveler en permanence parce que les problèmes se déplacent. Hein, les apprentissages que nous devons tous faire en permanence, et pas seulement les plus fragiles de la société. Donc on doit, réfléchissez sur les 10 dernières années, tout ce que vous avez dû apprendre en termes de numérique. Je ne parle pas professionnellement, je parle en tant qu'utilisateur lambda. Hein, donc on apprenait à se saisir d'une souris il y a 15 ans, et puis on a appris à naviguer sur l'eau, etc. Aujourd'hui, on doit apprendre à protéger nos données personnelles. Qui, dans la population, quel est le pourcentage de la population connectée qui sait protéger ses données personnelles? Voilà un nouvel apprentissage collectif sur lequel il va falloir travailler. Donc on voit bien que le problème se déplace et se réinvente en permanence, et donc il nous oblige à inventer des réponses qui ne sont pas une fois pour toutes. Hein, on va équiper les gens et leur apprendre à faire 3 trucs en ligne, mais des réponses qui vont devoir s'installer durablement et se renouveler surtout sur un mode agile en fonction au rythme de l'innovation technologique. Et c'est ça le grand changement en fait. Il y a un sujet qui est très connexe avec l'inclusion numérique, c'est la question de l'éducation au numérique. Tout à fait. Je crois que le Conseil national du numérique a proposé qu'on apprenne le plus possible l'informatique dès la maternelle et peut-être avec même des cours de programmation. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Peut-être Sophie Penn. Quand on a fait l'étude sur l'AI inclusion, on a buté sur l'école tout le temps parce que l'école, c'est quand même là où tout le monde se rencontre et c'est là où tous les apprentissages qu'une société juge essentiels pour son devenir sont abordés. Mais dans cette première saisine, on a tourné autour puisqu'il n'était pas question de mélanger
mélanger les choses, les problématiques sociales, d'administration, d'organisation étant très différentes selon qu'on parle des enfants, des adolescents et puis évidemment des adultes déjà engagés dans un processus d'insertion post-scolaire. Sur la question de l'inclusion par le numérique à l'école, on tombe sur deux phénomènes essentiels. C'est les décrocheurs. Le point d'entrée, c'est les décrocheurs, c'est-à-dire les enfants qui arrêtent l'école ou qui sont sur le point d'arrêter l'école. Et une des premières questions qu'on s'est posées, c'est comment se fait-il que l'apprentissage de l'informatique remotive ces jeunes-là? Et on l'a vu avec un premier vendredi contributif en rencontrant des nouveaux acteurs de la remotivation du plaisir d'apprendre que sont par exemple l'école 42, Simplon.co, Web Academy et bien d'autres, et où on a vu qu'il y avait un processus du plaisir d'apprendre, du plaisir de fabriquer, du plaisir d'être ensemble, du plaisir de faire projet, du plaisir d'apprendre en ayant le droit et même en apprenant parce qu'on se trompe. Et on a vu qu'il y avait finalement autour de l'apprentissage du code et de la programmation un nouveau modèle, une nouvelle éthique de la coopération, une ouverture complète de l'école. Et là, on touche à un point qui est problématique parce que même si on regarde ce qui se passe dans le monde associatif, évidemment aux frontières de l'école, là où retombent ces jeunes décrocheurs, ça interroge très fortement l'école. Et puis l'autre point, le début de notre étude, il était contemporain de PISA, des résultats de PISA, et on a le nez sur une école totalement inégalitaire, qui ne tient pas la promesse républicaine, et où la question de la relation avec l'époque, avec les apprentissages de l'époque, avec les modes de relation, la communication sociale, les modes de vie des familles est en question. Voilà, donc c'est sur ces questions-là que nous sommes en train de travailler, et ce qu'on va enseigner, ce que nous allons, disons, recommander sur l'enseignement de l'informatique, on ne va pas donner maintenant nos recommandations, mais le tableau d'ensemble sur lequel on a un très riche écosystème, très créatif, à la fois associatif, de l'entrepreneuriat social, qui a pris en main la formation de l'informatique, mais on se rend compte que paradoxalement, ça peut devenir très inégalitaire, parce que c'est peut-être 2% des familles, peut-être seulement des familles d'informaticiens, donc ça ne résout pas la question. Et si on veut que ça change des générations, il faut toucher à l'école, il faut créer une discipline, il faut créer des cours, il faut créer des profs, il faut créer des concours, mais il faut aussi mobiliser tous azimuts. Donc on en est à cette réflexion. Il y a bien d'autres choses à dire là-dessus, parce qu'il y a aussi le rôle même de l'école qui est interrogé, et une administration scolaire qui a à se reposer la question de sa responsabilité régalienne sur la fabrication de ce qu'elle veut faire apprendre et pourquoi et pour quel mode de société, et qui est face, peut-être sans le savoir, à la nécessité de réinventer son rôle, parce qu'à l'extérieur, énormément de contenu, énormément de business model, énormément d'ambition, la challenge sans qu'elle veuille forcément le regarder. Si vous aviez un doute que les membres du CNUM sont vraiment passionnés par ce qu'ils disent, je pense qu'on a eu une bonne démonstration. Alors un autre sujet que vous avez traité, qui est extrêmement important, et on le voit de plus en plus avec ce qui se passe aux États-Unis, c'est la neutralité du net. Et là aussi, tout à l'heure, je parlais d'élargissement de la saisine, d'inclusion, enfin de fracture numérique vers l'inclusion, qui peut-être était déjà prévue au ministère. Par contre, là, il me semble que c'est vraiment une décision du Conseil national numérique, qui est élargir la problématique de la neutralité du net au point de vue technologique réseau à la question de la neutralité des plateformes. Peut-être vous pouvez en... Oui, en fait, le point de départ, effectivement, c'était l'avis sur la neutralité du net. C'était le point de départ, en fait, de la saisine qu'on avait eue initialement et qu'on a élargi ensuite à la question des plateformes et notamment de Google. Donc la question initialement, c'était comment, quand je me déplace sur Internet et que, quelle que soit la taille de l'entreprise que je représente ou l'individu, eh bien, je dois avoir la possibilité d'une non-discrimination, d'une équité et de l'égalité de traitement et d'égalité de qualité, si j'ose dire, lorsque je suis sur le net. Donc on pensait que c'était un point extrêmement important. On en a fait un avis, on disait même que ça serait même le mettre dans le plus haut niveau de la hiérarchie des normes. Et puis après, au-delà, effectivement, on a travaillé, étudié sur ce que peuvent être les plateformes. Et donc là, je rebondis sur ce que disait Daniel. C'était extrêmement intéressant de travailler avec fabriquer en fait les vendredis contributifs, ce qui nous a permis d'auditionner, oui, mais aussi de rencontrer
énormément d'acteurs, quelle que soit leur taille. Et ça, c'est extrêmement important, parce que si le point d'entrée est effectivement la question de Google, parce que ce n'est pas n'importe quel acteur, c'est l'idée aussi que d'autres sont présents, et comment font-ils pour continuer à être présents à côté d'acteurs aussi puissants, aussi importants, et qui peuvent ou pas imposer, en tout cas il est important de veiller à ce que, pour qu'on puisse appliquer cette neutralité, qu'ils n'imposent pas forcément un modèle, et que d'autres modèles aussi innovants, voire de plus petite taille, puissent eux aussi exister. Donc les vendredis contributifs nous ont vraiment permis de rencontrer à la fois des gens des syndicats, des représentants chacun dans leur domaine, mais aussi des annonceurs, et puis des économistes, et puis des juristes. C'est vraiment, enfin, c'est ce que je trouve le plus riche au Conseil national du numérique, c'est cette possibilité, alors de par notre constitution, parce qu'on est 30 à parité, mais aussi donc venant... Presque sur scène. Mais quasiment. Mais, et l'idée de pouvoir justement rencontrer surtout des acteurs d'horizons différents. Et ce qui permet beaucoup mieux d'appréhender le poids ou pas que peut avoir une plateforme, un acteur, et ce que peut être un acteur comme Google. Tristan, faut bien que je te pose une question un peu troll. Mais pourquoi moi? Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous venez vous chercher à titre personnel ou autant que Mozilla au Conseil national du numérique? Ce qui a peut-être pu surprendre. Alors vous vous retrouvez autour d'une table de 30 personnes avec des gens très différents, peut-être opposés aussi. Quelque chose qu'on ne recherche pas, c'est la rémunération, puisqu'on est tous bénévoles. Je crois que ça va mieux en le disant. Moi, j'ai été très franchement surpris, en bien, d'avoir été invité à participer au Conseil national du numérique. Ça prouve que c'était bien une approche différente par rapport à la version 1.0, de vouloir inclure des acteurs pas vraiment économiques, puisque Mozilla est à but non lucratif, se sentir invité pour participer, parce que je pense qu'on a des choses à dire, on a une vision, mais justement, c'est pas une vision qui est économique. Et on était invité à participer. Et j'ai trouvé ça génial. Et le premier sujet, d'ailleurs, c'était sur la neutralité du net, sur lequel on s'est jeté comme des morts de faim, parce que c'est un sujet vraiment fondateur. Alors ça aussi, moi qui ai un profil de geek, c'était génial d'avoir une matière comme ça. C'est aussi l'occasion de découvrir des tas de mécanismes et de rouages, et clairement un monde auquel je ne suis pas habitué. C'est-à-dire que moi, mon environnement, c'est des bénévoles, des développeurs, une problématique aussi de part de marché, d'industrie. Mais alors, arriver au Conseil national du numérique, c'était très différent. Et justement, on apporte une vision et une expérience qui n'est pas celle dont on a l'habitude dans l'administration. Et on est là, et on vient chacun avec nos perspectives, notre expérience. Et c'est enrichissant, c'est pas toujours calme d'ailleurs. Nos plénières sont. Ce qui est surprenant, vous me dites si je me trompe, toutes les décisions ont été rendues à l'unanimité. 30 membres. Donc comment on fait pour mettre d'accord 30 membres? Quelques abstentions. Il peut y avoir des abstentions, mais on discute. On discute, mais non, ça peut être un peu. C'est parfois un peu pas saignant, parce qu'il y a beaucoup de respect. Déjà, le fait qu'on soit, je vais dire une bêtise, mais le fait qu'on soit bénévole, qu'on soit là, qu'on donne de notre temps, c'est parce qu'on a tous envie que ça marche bien le numérique en France. C'est-à-dire qu'on n'est pas là à prendre des jetons de présence en se disant d'accord, on va s'emmerder, mais au moins je prends du blé. Non, on est là, on donne du temps et on fait. Non mais tu pourras dire le contraire après, mais en fait t'es payé, c'est ça. Toi non plus. Ah bon, tu t'es fait avoir aussi, ça me rassure. Donc, non, mais on est là, on sait pourquoi on est là. C'est parce que vraiment, on voit bien que le logiciel et le numérique dévorent le monde, que la France, c'est pas facile en tant que démocratie de faire face à ce changement qui arrive vite. Et donc, on arrive et on essaye d'aider à ce que ça se passe le mieux possible. Alors, on n'est pas toujours d'accord sur ce qu'il faut faire, ce qui est plus urgent, ce qui est important, etc. On en débat. Autour de moi, il y a 29 personnes superbement intelligentes. Je me demande toujours pourquoi ils m'ont pris moi, parce que j'ai vraiment l'impression d'être le type le plus bête de la salle. Et du coup, j'apprends énormément à chaque fois. Et on débat, on essaye d'avancer, etc. C'est vraiment... en fait, c'est enthousiasmant. Voilà.
Non, moi, la question que je me pose quand je vois la liste des 30 membres, c'est que je crois que vous avez dit qu'il y avait à peu près un tiers de personnes issues des entreprises. Comment vous gérez ce qui peut apparaître aussi comme des conflits d'intérêts? Je pense que vous avez des groupes de travail, qui sont thématiques. Je pense par exemple à groupe sur la santé. Est-ce que les personnes qui travaillent dans la santé s'excluent d'eux-mêmes? Comment ça se passe pour éviter que vos employeurs fassent pression sur les travaux que vous puissiez faire? Alors déjà, une première chose, c'est qu'on est tous nommés à titre personnel. Aucun d'entre nous n'est nommé comme représentant de son institution, son entreprise, etc. Ce qui est un élément très important. Donc du coup, cela nous permet aussi d'avoir une parole libre, et ça, c'est clair aussi bien vis-à-vis du gouvernement que de nos employeurs. Première chose. Après, on a pour revenir sur la question de comment on arrive à construire du consensus, je crois que c'est aussi quelque part le fait qu'on soit tous dans le monde du numérique, ça participe à cette culture de la construction du consensus. Quand même la réponse reposer ma question, c'est être dans le règlement intérieur, par exemple, du Conseil national numérique. Est-ce que vous avez mis en place des mécanismes pour éviter les conflits d'intérêts ou pas du tout? C'est pas encore dans votre réflexion, ça va venir? Des conflits d'intérêts. Alors. Une déclaration intérieure. Oui, au départ, on a tous signé une déclaration. Vous comprenez que c'est une question importante par rapport quand on voit la composition du Conseil, et savoir que c'est vraiment indépendant, je pense, aussi vis-à-vis du gouvernement. Comment est-ce que vous garantissez ça? En fait, au démarrage, il y a une déclaration d'intérêt. Puis les membres sont tous nommés institut personné, ce qui fait qu'ils ne représentent pas les intérêts des entreprises. Puis surtout, les débats se font à visage découvert les uns face aux autres. Ce qui fait qu'à la fin, quelque part, on est bien obligé de dire ce qu'on pense, etc. et de voter. Et en fait, c'est le vote qui est le véritable moment où la chose est clé, parce que d'une certaine manière, quand on vote et que tout d'un coup on est là, on fait finalement, et hop, il va bien falloir voter pour, voter contre, et c'est à ce moment-là en fait qu'on voit immédiatement, soit on a réussi à convaincre, soit on a réussi à passer, soit on a passé ses propres convictions, ses propres éventuellement intérêts personnels ou des choses comme ça qui existent pour tout le monde, hein, dans les entreprises ou ailleurs. Et finalement, on décide de rejoindre le point de consensus. Mais c'est énormément de travail en amont, et c'est la clé en fait du truc, et du travail collectif. Ça, si je peux rebondir sur ça, je pense que le piège du bénévolat et de la question du conflit d'intérêts, c'est de justement avoir des appuis. Et il y a un acteur dont on n'a pas parlé au Conseil national du numérique, et Jean-Baptiste ne peut pas le dire parce qu'il le gère, donc il n'ose pas, mais c'est le secrétariat général. Donc quand on a besoin d'aller instruire, quand on a besoin de déployer plus de travail que ce qu'individuellement on peut faire, on n'a pas besoin on n'est pas tenté de se retourner vers des réseaux professionnels parce qu'il existe un secrétariat général qui instruit les dossiers, qui travaille en amont, qui organise tout ça, qui assure l'interface avec le reste de l'administration, qui fait un travail, alors je vais le dire parce qu'ils sont au premier rang en plus, donc qui fait un travail remarquable. Donc merci à vous. Et sans vous, on pourrait peut-être être tenté, mais grâce à la qualité de votre travail, on ne l'est jamais. Et on peut être très serein par rapport à ce qu'on fait. C'est très important pour quelqu'un comme moi. Après tout, mon employeur, c'est un employeur qui s'intéresse évidemment aux questions de numérique. Mais si on regarde autour de la table du Conseil, il n'y a un peu que des gens comme ça, hein, par construction. Donc, on en est tous conscients. On le met sur la table. Il y a une règle de full disclosure. Il faut pouvoir le dire. Il faut pouvoir dire également quand on a de l'expérience acquise professionnellement. Mais à un moment, la démocratie implique la transparence et les moyens de la démocratie. Le secrétariat général, ça en fait partie. Question un peu ouverte. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une doctrine du Conseil national du numérique, c'est-à-dire des espèces de piliers théoriques je pense par exemple, ce qu'on voit dans pas mal d'avis, c'est le recours au juge qui est systématique dès qu'on veut atteindre aux libertés, quand il y a des projets de loi qui peuvent y atteindre. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous veillez? Est-ce qu'il y a un gardien quelque part de la cohérence d'une jurisprudence du Conseil national du numérique? On est encore jeune, mais oui, je pense qu'il y a des lignes de force qui commencent à s'éclairer. Je dis pour rebondir simplement sur l'aspect le juge, puisque ça fait partie des autosaisines. C'est intéressant de regarder les autosaisines de ce point de vue-là, parce que c'est peut-être un des endroits justement où on exprime le plus notre indépendance et nos avis, ce qui compte le plus fort pour nous, puisqu'on n'a pas été saisi. Donc le point, c'est pas de décision administrative en matière d'accès et je dirais de coupure, de censure, etc. Le juge, c'est bien, mais je me souviens d'un débat en plénière où on a aussi dit que le juge ne suffisait pas toujours. Et on a des cas où là aussi, le juge, il a besoin de comprendre bien
Et ce n'est pas aujourd'hui complètement certain que ce soit toujours le cas. Donc, on peut pas le Conseil, il est là pour justement challenger quand on arrive à une sorte de point de « ah bah tiens, voilà, si on a le juge, c'est bon ». Pas sûr, ça suffit pas nécessairement. Il faut peut-être dire, OK, le juge informé techniquement. Et qu'est-ce que ça veut dire, le juge informé techniquement? Et donc, on va à chaque fois essayer d'aller plus loin dans l'ambition. C'est ce qu'a dit aussi Valérie sur l'inclusion et littératie. Il y a peut-être un autre point qui commence à se retrouver dans plusieurs avis du Conseil, mais qui est typique des choses que les gens disent jamais et qu'ils oublient tout le temps, en fait. C'est l'importance de la recherche. Ça a commencé à apparaître en fait dès l'avis sur la net neutralité, parce que dans l'avis sur la net neutralité, celle qui s'en occupait, Christine Balaguer, qui est vice-présidente, cherchait absolument à ce qu'on utilise la cartographie des controverses, qu'on utilise des méthodes scientifiques pour répondre, etc. Et on s'est rendu compte que c'était difficile parce qu'il n'y avait pas la base. On n'avait pas assez d'études, disons, universitaires, académiques, en fait. Des études, il y en a, mais on en manquait un peu. Et pourtant, la neutralité, c'est un des sujets où il y en a déjà un certain nombre. Alors, quand on a voulu attaquer ensuite la fiscalité, une des premières réflexions, c'était Godefroy Beauvalet qui s'en occupait. Une des premières réflexions de Godefroy, ça a été de se dire, mais où sont les études académiques? Quelle est la demande? Est-ce qu'il y a des chercheurs spécialistes du sujet, etc. Une des recommandations, ça a été de dire qu'il fallait recréer cette demande, parce que, et là-dessus, sur le traité transatlantique, on a bien vu à quel point c'était important. Quand on est en négociation face à des gens qui arrivent avec des rapports académiques, des entreprises qui ont étudié ces rapports académiques, qu'ils ont intégrés, des politiques qui ont travaillé avec des entreprises pour transformer ça en concepts simples et faciles à convaincre, d'autres académiques qui ont répondu au premier en peer review pour se contredire les uns les autres et valider leurs arguments, des gens de la société civile qui ont fait travailler et qui ont fait perspirer tout ça au sein de la... Il n'y avait pas ça. Et du coup, ce besoin de recherche, typiquement, c'est un truc clé qui commence à se retrouver dans presque tous les avis du Conseil quand c'est sur un sujet nouveau. Il y a un moment où on se dit, ben là, on a des idées, nous, c'est nos idées, c'est des concepts, c'est les idées qui ont été votées par les membres, voilà. Mais il y aurait peut-être un besoin derrière d'aller chercher des chaires universitaires, des études, des professeurs, des gens qui commenceraient à des thésards, des choses comme ça, et les faire travailler ensemble pour aller beaucoup plus profond. Ça, c'est un point qui, pour l'instant, me paraît assez spécifique en fait, aux travaux du Conseil. Je voudrais bien rajouter un petit trait. Alors, juste un petit entracte. Si vous avez des questions à poser, tout à l'heure, je donnerai la parole au public, mais vous pouvez aussi utiliser Twitter, #WebToday, j'imagine. Et je pense qu'Adrien doit être dans la salle ou quelqu'un qui pourra relayer les questions. Donc surtout, n'hésitez pas. Et puis, de toute façon, on vous passera le micro après. Sans parler de doctrine, les saisines se répondent les unes les autres et se complètent. Il y a des échos comme ça. Et il y a un point qui revient souvent, c'est que nous sommes beaucoup à rappeler aux administrations la force des foules, la force des citoyens, la montée en puissance du collaboratif. Ça, c'est le premier temps. C'est un fonctionnement que les administrations ont du mal à comprendre. Donc là, il y a un travail aussi. On leur fait un état des lieux pour leur redonner les moyens de penser leur mission. Et puis dans un deuxième temps, on en parlait ce matin pour santé et pour éducation, il y a aussi le fait que, je prends une formule de Valérie, que le citoyen autonome ne soit pas un citoyen abandonné. Donc il y a aussi une réflexion qui devient de plus en plus insistante sur les nouvelles régulations dans l'accompagnement social des transitions numériques. Daniel, vous vouliez ajouter quelque chose? Peut-être deux points. Le premier, il y a eu un moment... On se l'est dit, on l'a rendu un peu public sans pousser plus, où il y a eu une floraison de projets parlementaires, gouvernementaux, etc., pour interdire ça, surveiller sur toute une série de pratiques comme ça, dont on pouvait considérer qu'elles n'étaient pas chouettes, mais bon, où à un moment on a dit attendez. Et sur lequel, en plus, on nous interrogeait à chaque fois. Et à un moment, on a dit, écoutez, à chaque fois que vous allez nous demander de faire une exception au droit général dans le monde de l'Internet, dans l'Internet, comme c'est plus facile à surveiller, on va vous répondre non, donc ce n'est pas la peine de continuer. On a expliqué pourquoi. On a expliqué que, je dirais, il n'y avait pas de raison particulière que le droit des citoyens, que les libertés publiques, etc., soient moindres dans le monde numérique qu'ailleurs. Elles ne sont pas forcément plus grandes non plus, mais elles sont là. Donc ça, c'est un premier point qui va avec le second, c'est peut-être par rapport à d'autres conseils, peut-être par rapport à la version précédente, mais ce n'était pas le même moment historique non plus, hein. Notre enjeu, il est à la fois évidemment de continuer à défendre le développement du numérique, à le promouvoir, etc. Mais il est aussi d'en poser en permanence la question du sens, de la responsabilité des acteurs et du rôle que les acteurs ont aujourd'hui dans le numérique.
vis-à-vis de l'ensemble de la société, de la manière dont fonctionne le système économique, le système social, le système de droit, l'éducation, etc. C'est-à-dire que le numérique, c'est pas juste un secteur, il touche tout, il bouge tout, il transforme un certain nombre de choses. Et donc, si à un moment, par exemple, quand on n'a pas beaucoup parlé de l'avis fiscalité sur lequel tu es intervenu, bon, à un moment... entre autres, on avait envie quand même de rappeler aux acteurs que, bien sûr, on avait envie qu'ils se développent, que c'était vraiment très, très important et que le rôle qu'ils jouaient, y compris les grands acteurs internationaux, était fondamentalement positif, mais que ça nous embêtait qu'ils considèrent normal de ne pas payer d'impôts nulle part. Que juste, bah, c'était embêtant, quoi. Et qu'il fallait bien qu'on essaye de travailler sur ces sujets-là et qu'on ne pouvait pas juste être le lobby du numérique qui dit non, non, il ne faut jamais payer d'impôts. Pas n'importe comment, pas sur n'importe quoi. Pas pour pénaliser l'entreprise en création, etc. Oui, mais c'est pas pour ça qu'il n'y a plus de besoins collectifs, sociaux, etc. Donc on joue ce rôle-là aussi. Le numérique, il est dans la société. Il est dans la société, il est dans le monde. C'est-à-dire que là, on a un Conseil national du numérique qui, comme son nom l'indique, est un conseil français. Comment vous prenez en compte la dimension européenne et internationale de vos travaux, de vos réflexions, et quel pouvoir d'influence ou quelle ambition d'influence vous pouvez avoir en étant un conseil national du numérique sur des questions par définition internationales? En fait, on s'est rendu compte un peu à notre grande surprise qu'on n'avait pas d'équivalent dans les autres pays européens. À notre grande surprise et notre grand regret d'ailleurs, parce qu'on avait espéré pouvoir d'entrée de jeu nouer un dialogue sur un certain nombre de grands sujets structurants, comme la fiscalité par exemple, c'était tout de suite ta première préoccupation, et puis pas d'interlocuteur. Donc, et entre-temps, alors le secrétaire général a fait tout un travail pour aller interagir avec la Commission européenne, les sensibiliser à ce qu'on fait, ce qu'on porte, etc. Et on s'aperçoit, on en parlait ce matin, que finalement ça crée des envies et qu'il y a un certain nombre d'autres pays qui commencent à se poser la question d'avoir des équivalents, évidemment adaptés à leur spécificité culturelle, mais des équivalents du Conseil national numérique. Donc on est très content parce que peut-être qu'on va un peu faire école et on est convaincu qu'on a besoin d'avoir ces interlocuteurs dans le reste de l'Europe. Vous intervenez aussi au niveau international, je pense au traité international transatlantique. Du traité ? Simplement pour dire sur le côté européen, on est dans le numérique, y compris au niveau international. Et le numérique, ça veut dire que content is king. Donc si on a des choses intéressantes à aller dire, il y a plein d'endroits où aller les dire. Encore avant-hier, on était à Bruxelles pour aller interagir avec la Commission européenne sur justement le traité TTIP, pour aller porter la manière dont nous l'analysait, dont on analysait les enjeux numériques, dont on disait qu'il fallait pas subordonner le numérique à la betterave, et faire bien attention à ce qu'on était en train de négocier, porter les valeurs françaises et européennes en la matière face à des Américains qui n'ont pas nécessairement exactement les mêmes enjeux, ni stratégiques, ni de valeurs. Donc, en produisant des positions, on se donne la possibilité d'être écouté. Et après, évidemment, il faut aller les confronter avec d'autres. Mais je constate, moi, sur fiscalité, qui n'est pas le sujet nécessairement le plus glamour qu'on ait eu à traiter, je constate que quand Fleur Pellerin s'est saisie de notre avis et a réuni à Paris 6 ministres en charge dans les principaux pays européens qui étaient plutôt allants sur la fiscalité, ça a généré du mouvement, ça a amené la Commission à réunir un groupe d'experts sur le sujet pour produire un rapport qui aujourd'hui ressemble par pas mal de... on constate qu'ils ont dû lire notre avis, quoi. Et d'ailleurs, il y a des raisons à ce qu'ils l'aient lu parce qu'on leur a transmis. Donc ça fonctionne à partir du moment où on habite les formes de la coopération. Et ça, c'est quelque chose qu'en France, on ne fait peut-être pas assez. Il faut prendre au sérieux les instances que sont l'OCDE, que sont la Commission européenne et les instances européennes, etc., et aller les habiter, aller faire de l'influence, aller y travailler. Et on est dans le numérique. Si on a des choses à dire, les gens peuvent vous entendre. Mais bon, voilà, il faut travailler en amont. Dans le rapport, peut-être qu'il faut le dire à la salle, vous incitez quand même beaucoup sur un aspect, c'est qu'on néglige les aspects numériques du traité transatlantique. Et c'est quelque chose aussi, vous avez un rôle en tout cas, qu'il y avait un risque disons qu'il y a une asymétrie entre la qualité de la préparation qu'on peut voir aux États-Unis, la qualité de l'interaction entre les différents acteurs de l'écosystème du numérique dans le travail de préparation de la position de négociation. Est-ce que nous, on a constaté du côté européen et français, ou alors il ne s'agit pas de jeter la pierre à des gens, mais il n'y a pas eu ce travail en amont d'animation de l'écosystème, de sentir qu'est-ce qu'on peut avoir comme objectif de négociation dans le domaine du numérique. Après tout, il y a des choses
sur l'accès aux données, sur les réseaux, où il y a aussi des choses à faire valoir côté européen. Donc on a commencé à travailler à ça. On a fait des auditions, des travaux pour nourrir ce qui est devenu notre avis et donc maintenant peut être porté notamment au niveau européen. Donc on a commencé ça, mais au fond il y a une recommandation plus générale qui est que quand on lance des grandes négociations internationales dans le domaine économique, il ne faut pas se couper de l'écosystème. Et ça fait partie aussi, c'est pour ça que c'est intéressant de venir vous le dire, du rôle des participants de l'écosystème que de contribuer. Et alors contribuer, ça ne veut pas nécessairement dire travailler pendant des jours à quelque chose qui est loin du business model de ce qu'on essaye de faire vivre, mais au moins aller signaler, là ça va nous poser problème, là ça nous inquiète, là on a besoin de savoir quelque chose, venez expliquer, ayez des relais. Ça c'est essentiel, parce que sinon, bah oui, les administrations ont tendance à travailler en silo et en chambre, il faut les en empêcher. Alors justement, cette question des contributions, ça me fait une excellente transition avec peut-être les questions de la salle tout à l'heure. Je vais demander à un homme du logiciel libre, parce que je pense que c'est le mieux placé pour moi, répondre à cette question. C'est un peu, quelle est la dimension démocratique du Conseil national du numérique? C'est-à-dire, est-ce que les internautes peuvent influer sur les travaux? De quelle façon? Je sais, par exemple, vous allez avoir a priori une saisine sur le projet de loi numérique avec peut-être un projet de consultation un peu plus ouvert que d'habitude. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Peut-être Jean-Baptiste, sinon. Oui, mais moi, je ne suis pas du tout d'accord avec la question. C'est-à-dire qu'il ne faut pas de démocratie dans le Conseil national. Non, mais c'est que je pense que le logiciel libre n'est pas une démocratie. C'est une méritocratie, c'est pas pareil. Les gens peuvent parler, mais c'est pas pour ça qu'on les écoute. On fera le débat une autre fois. Voilà. Et par contre, oui, au CNUM, on est très ouvert, on écoute les vendredis contributifs, etc. Ils sont là pour ça. Mais c'est pas une démocratie. Enfin, au sein du Conseil, les membres, là, il y a des votes, etc. Mais c'est de la société civile sur. Si, mais il y a les vendredis contributifs qui sont l'occasion de récolter en fait et d'écouter les gens. Et après, on discute à 30 et on vote à 30. Mais pas en ligne, on peut pas vous envoyer un mail ou aller sur un forum. Si, bien sûr, mais. Par exemple, sur le rapport inclusion, non seulement les vendredis contributifs étaient ouverts, venait qui voulait, mais on avait posé quand même une condition de qualité. Alors là, on a un petit peu aussi un pied dans la méritocratie, c'est-à-dire que pour pouvoir participer au vendredi contributif, il fallait envoyer une contribution écrite. Ces contributions écrites sont mises en ligne, donc tout est accessible, tout est dans la transparence. Et par ailleurs, le rapport évidemment est mis en ligne, mais surtout, il y a un espace de commentaires qui est ouvert. Et donc ici, les Nantais qui sont dans la salle peuvent participer. Les Nantais peuvent participer. Et par ailleurs, ce que nous faisons les uns et les autres, c'est après la sortie des rapports, nous tournons, et je vois Michel Briand dans la salle qui rigole parce qu'il fait partie de ceux qui tournent beaucoup en ce moment, nous répondons positivement aux invitations des collectivités territoriales, des acteurs associatifs, des entreprises, peu importe qui nous invite, pour venir présenter le rapport, discuter des rapports, échanger avec les acteurs concernés. Donc c'est pas juste une fois qu'on a fini notre rapport, notre travail est fini et au revoir, merci, faites-en ce que vous voulez. Non, derrière, pour nous, il y a tout ce qu'on appelle un peu en rigolant la prévente, c'est-à-dire arriver à ce que le contenu de nos idées diffuse, puisse être emparé, que les acteurs puissent s'en emparer. Dans le cas du rapport inclusion, je dirais que le premier mérite de ce rapport, c'est que les acteurs de terrain, ça les légitimise dans leur action parce qu'ils retrouvent des idées qu'ils essayent de défendre de façon isolée. Et là, ils ont enfin un outil qui va leur permettre ensuite d'interpeller les pouvoirs publics, les entreprises, en disant ben voilà, c'est vers là qu'on veut tendre. Donc nous, notre travail vous parlez de démocratie, c'est à la fois dans l'amont, dans la construction du rapport, et c'est aussi dans l'aval, puisqu'on est dans ce dialogue permanent et voilà, dans la longue traîne du dialogue. Eh ben, dialogue permanent. Est-ce qu'on a des questions dans la salle ou peut-être sur Twitter? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire le lien avec Twitter dans la salle et qui peut aussi me dire combien de temps il reste au débat? 35 et on a jusqu'à 50, c'est ça? Ok. Alors, des questions? Si vous pouvez vous présenter et puis poser la question. Je m'appelle Guillaume Mouron, je travaille à Nantes dans une société d'informatique. Moi, j'aurais voulu savoir, cette semaine, il y a eu une annonce comme quoi à l'Assemblée nationale, il y aurait la création d'une commission au numérique.
Est-ce que c'est un organe avec lequel vous allez discuter, conseiller, ou c'est des choses totalement indépendantes? Et deuxième sous-question, comment vous vous positionnez par rapport à la CNIL? Est-ce que c'est aussi un organe avec lequel vous discutez, ou comment ça marche? Pour la commission à l'Assemblée nationale qui est en cours de création, elle est en cours de création. Donc elle n'est pas officiellement nommée, tous les membres n'ont pas été choisis, donc on est encore un petit peu dans la période intermédiaire, mais il est évident qu'on va dialoguer avec eux. Il y a un certain nombre, d'ailleurs le président de cette commission est également fait partie du Conseil national numérique élargi, Christian Paul. Donc il y a un dialogue naturel qui va se mettre en place. Et nous, on ne peut que se réjouir qu'au sein de l'Assemblée, on ait on va dire une sorte de forme de correspondant avec qui on va pouvoir échanger. Tout ce qui permettra de faire monter ces questions dans leur complexité dans les différentes institutions françaises ne peut être que bénéfique à ce que nous essayons de défendre. Et la deuxième question... Par rapport à la CNIL? La CNIL, on échange aussi avec eux. Pour l'instant, les sujets que nous avons traités ne les concernaient pas forcément directement, mais de fait, dans le cadre de la loi numérique qui s'en vient, oui, ils ont participé à des auditions, mais je dirais que c'est pas forcément l'institution avec laquelle on a eu le plus d'échanges, voilà. Mais ils sont, je dirais que notre porte est ouverte à toutes les institutions par nature. Donc, il est fort probable qu'on aura des échanges assez réguliers avec eux dans le cadre de la préparation de la loi numérique. Ça paraît naturel. Là, j'ai une question sur Twitter qui va m'en amener une autre. C'est pourquoi il n'y a pas de réflexion sur les crypto-monnaies, donc c'est tout ce qui est Bitcoin, etc. Alors, il y a cette question, si vous avez, l'un de vous a une réponse, elle est intéressante, mais elle est intéressante aussi, cette question, parce qu'elle demande est-ce qu'il y a un input possible de la société civile sur des saisines? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une sorte de... Vous savez qu'il y a le référendum d'initiative populaire est-ce qu'il y a une sorte de référendum d'initiative populaire pour le Conseil national du numérique, si on veut qu'il se saisisse d'une question auquel lui-même n'a pas compris? Un mot sur les crypto-monnaies, pas pour faire je ne suis pas du tout spécialiste des crypto-monnaies, mais on a touché au sujet dans la vie fiscalité, puisque évidemment les questions monétaires, à un moment la fiscalité et le monétaire, ça finit par se frotter. Bon, on a fini simplement par y toucher et pas en faire un élément central de la vie, mais évidemment on est accueillant à toutes les nouveautés, et une des beautés du numérique, c'est qu'il est en cours d'invention, et justement, ça me permet de dire que c'est en réfléchissant sur les valeurs, ce qu'on cherche à promouvoir, nous, au niveau national, européen, etc., qu'on va changer le numérique, qu'on va inventer notre numérique et pas se faire imposer le numérique qui incarnerait d'autres valeurs si jamais on y était inquiet. Il n'y a pas un seul numérique, et je crois que c'est ce qu'a dit Valérie aussi, c'est une des découvertes de ces dernières années, c'est que ça y est, le numérique est devenu tellement englobant qu'il y en a plusieurs, il faudrait presque parler des numériques, et à partir de ce moment-là, on a besoin de choisir le nôtre. Peut-être un des points de rodage du fonctionnement du Conseil a consisté, c'est pas exactement le même sujet que les crypto-monnaies, mais on va y venir, a consisté à savoir à quelle vitesse il devait travailler, est-ce qu'il devait suivre l'actualité, est-ce qu'il devait être vraiment sur la balle tout le temps, et à quel prix, en matière, notamment en termes de dialogue, de temps d'élaboration, etc. Et alors, on est dans une société de médias, etc., donc on n'a clairement pas arbitré sur l'idée, nous on travaille tranquille et puis ça sort quand ça sort, parce qu'il y a les médias, mais il y a aussi des négociations, des décisions qui se prennent, etc. Donc il y a un moment où ça sort quand ça sort, et si tout est déjà fait, ça ne sert plus à rien. Mais il a fallu vraiment qu'on trouve des formes, les bonnes formes de travail, les bons mécanismes pour savoir être assez rapide sans faire n'importe quoi, mais du coup accepter de temps en temps qu'il y a des sujets sur lesquels on ne sait pas faire, ou qu'on va refuser l'échéance que le gouvernement nous demande sur tel ou tel sujet, ou qu'on va lui livrer un avis partiel, mais pas sur tout, parce que sur des choses... Bon, sur le sujet, par exemple, des crypto-monnaies, pour moi, l'une des raisons pour lesquelles on n'y a pas directement travaillé, c'est que c'est pas à un conseil tel que le nôtre de dire le vrai sur tout. Aujourd'hui, c'est un sujet qui bouge, c'est un sujet qui va continuer de bouger, c'est un sujet sur lequel il faut expérimenter des choses. L'effet systémique sur le système monétaire, il est quand même pas grand aujourd'hui. Donc à partir de là, c'est beaucoup plus intéressant que plein de gens essayent plein de choses dans ce domaine-là, et qu'on regarde, et qu'évidemment, voilà, ça fait partie du paysage dont on parle dans tel ou tel avis, plutôt qu'on se dise on va se saisir de ce truc-là parce que c'est à la mode et qu'on en parle. Moi, je suis assez à l'aise avec le fait que c'est un sujet qui me passionne par ailleurs, mais qu'en tant que conseil, on n'ait pas été amené à donner un avis collectif là-dessus.
Je voudrais rajouter qu'en fait, déjà, avec 30 membres qui ont des origines très diverses, eh bien, en fait, on a des capteurs un peu partout dans... non, mais c'est vrai, enfin, on a des conversations. Non, on ne sait pas tout, mais on écoute, on sent des choses émerger, parce qu'il y a des gens qui font du logiciel libre et de l'open source, il y en a qui sont dans l'enseignement, il y a des industriels, enfin, il y a vraiment une diversité de personnes parmi les membres qui fait que on ressent des tas de choses collectivement et on sait détecter des sujets qui peuvent être intéressants. Après, on en discute parce qu'on a des ressources limitées. Le fait qu'on soit bénévole, il faut choisir ces sujets pour avoir un maximum d'impact. Comme exactement ce que tu viens de dire, parfois il faut être dans les temps, parfois il faut travailler dans la durée, mais on ne peut pas tout traiter sur tout, mais on en discute. Il y a un certain nombre de sujets qui ont été abordés en séance plénière, et on dit ah ouais c'est intéressant, mais regardez ce qu'on a déjà à gérer aujourd'hui, et puis on le ressent au quotidien, quand même la charge de travail dans les groupes de travail qui portent bien leur nom. En fait, il y a un moment il faut faire des choix, et donc voilà, on n'a pas touché à Bitcoin encore, et c'est peut-être pas pour tout de suite. Et ça viendra peut-être un jour. Une autre question dans la salle, je crois. Bonjour, je m'appelle Simon Robic, je suis cofondateur de Bringer, et vous êtes plusieurs à avoir dit que vous travaillez bénévolement pour le bien du numérique en France et au-delà, donc déjà merci pour ça. Mais dans le même temps, on a un ministre du numérique en France qui s'appelle Arnaud Montebourg et qui dit, alors je vais le citer quasiment mot à mot, que parfois il faut ralentir le numérique et l'innovation pour laisser vivre les vieilles industries. Comment est-ce que vous le vivez, ça, du coup censure. Donc, comment est-ce que vous le vivez personnellement et collectivement, déjà, ça, par rapport à votre implication et voilà, est-ce que vous ne pensez pas que parfois c'est peine perdue, du coup, sur les sujets sur lesquels vous travaillez? Qui veut se lancer sur cette question pas du tout polémique? Je vais laisser le micro, mais juste, on ne travaille pas pour le bien du numérique. On travaille pour le bien. On travaille pour l'intérêt de la société générale, dans lequel le numérique a un rôle à jouer, qui peut être, et ça je rebondis sur quelque chose que Daniel a évoqué tout à l'heure, mais on est surtout le monde dans lequel vous êtes, le monde des startups. Souvent on est dans un discours un peu euphorisant. Le numérique c'est merveilleux, ça va tout résoudre, etc., etc. Nous, notre posture, c'est de sortir un peu de cette approche très normative et de dire... Par moment, le numérique, ça peut aussi faire du grabuge. Par moment, le numérique, ça fait aussi du mal, etc. Ça peut être dangereux. Il y a Snowden, qui a les 1 an été fêté hier, si je puis dire fêté, c'est pas vraiment le terme, rappelé hier. Bon, donc nous, on est en permanence, on regarde, et on l'a fait beaucoup sur le rapport inclusion, mais sur toutes nos thématiques, c'est le côté vide, le côté plein du verre, et même, je dirais plus que ça, parce que c'est pas que noir et blanc, on est dans une complexité permanente. Donc déjà, voilà, c'était la réaction sur votre début de phrase. Après, sur la position de Montebourg, bah, tu veux réagir là-dessus, sur la position de... Peut-être la question peut aussi être élargie. Quelle est l'indépendance du Conseil national du numérique par rapport au gouvernement? En l'occurrence, en fait, peut-être c'est un très bon exemple où on est enfermé dans des discours binaires en permanence sur tout ce qui touche au numérique. On nous dit il y a le vieux monde, il y a le nouveau monde c'est formidable, les vieux mondes ils n'ont rien compris, ou alors au contraire mais vous vous rendez compte ce qu'on va mettre en danger, etc. Voilà. Et donc nous notre posture en permanence c'est d'essayer de sortir de ces enfermements intellectuels dans lesquels on nous met. Les médias y participent, hein, mon voisin, mais pas que les médias, un certain nombre de politiques, etc. Et de dire attendez, c'est pas le vieux monde, le nouveau monde, les gentils, les innovants, les pas innovants. C'est comment on bouge ensemble. On est dans un processus de transformation. Le numérique participe de cette transformation. Il n'en est pas la cause. Il en participe. C'est la manière dont nous, on s'empare du numérique et ce qu'on décide d'en faire qui va nous amener vers telle ou telle société. Et donc, réinjectons de la complexité. Ça, je crois que c'est quelque chose de très important. On revendique la complexité, pas au sens compliqué, au sens de Morin, au sens de la complexité. On met plein de choses et on regarde dans tous les sens pour sortir de ces discours binaires. Cela étant dit, je ne pense pas qu'on puisse trouver dans les avis du Conseil national du numérique le moindre avis qui invite à ralentir l'innovation. Non, mais je sais bien, je complète, je ne m'inscris pas en faux.
ni le moindre avis qui invite à réduire le niveau de concurrence, etc. Et je pense que d'ailleurs, au moment où on a travaillé sur la neutralité du net, en l'occurrence, l'un des acteurs qui est souvent cité sur le numérique comme étant un de ceux qui rendent la concurrence compliquée, qui détruisent des emplois parce qu'ils font baisser les prix, etc. dans l'accès, était cité à la fois comme un des acteurs très très importants dans le développement de cette concurrence et comme le premier à avoir été à l'encontre de la neutralité des réseaux en ralentissant YouTube. Donc voilà, on est à la fois capable de signaler ça, et je ne pense pas qu'effectivement, à aucun moment, le ministre... Alors, c'est pas notre seul ministre, hein, je rappellerai qu'il a une ministre déléguée, il a une secrétaire d'État qui a directement comme attribution le numérique, et je ne crois pas non plus les avoir entendus, ni l'une ni l'autre, tenir jamais ces propos-là. Donc voilà, pour le moment, en tout cas, dans les avis du Conseil national du numérique, c'est la seule chose dont nous, on puisse être comptable. Rien n'a été, à aucun moment, dans le sens que vous avez cité. Nathalie, vous voulez... Oui, et justement rebondir une fois encore sur la façon dont nous travaillons, hein, donc l'importance de l'autonomie et des questions qui ont été présentées auparavant, c'est l'idée de dire aussi, voilà pourquoi on se tourne aussi vers des travaux de recherche français, mais aussi nationaux, des travaux académiques, pour regarder soit des études de cas en particulier. Alors on pense bien entendu à Google qui a beaucoup été étudié, mais il y a aussi Amazon, et puis on a vu beaucoup d'autres cas, et du coup ce qui nous a amené à comprendre c'est quoi l'algorithme, comment ça fonctionne, quels sont les modèles d'affaires, comment ces modèles d'affaires s'appuient et font fonctionner ces nouveaux acteurs, et comment ils deviennent gros, mais comment pas tous aussi, et comment justement ça peut faire naître beaucoup d'innovations. Mais attention, l'innovation, c'est pas forcément non plus le maître mot, le truc génial. Donc c'est extrêmement important pour nous, hein, et dans tout ce qu'on fait. Je pense qu'on voit bien dans nos avis qui résonnent les uns aux autres, parce qu'on apprend aussi en marchant, et que la partie recherche académique d'études est un point extrêmement important qui nous oblige et qui nous conduisent au fond à endogénéiser véritablement la complexité qui est intrinsèque et inhérente à cette nouvelle ère ou ces nouveaux paradigmes dans lesquels nous entrons. Une autre question tout en haut de la salle. Oui, alors en fait, de manière très pratique, moi je voulais savoir, et puisqu'on parlait de choix de société, quelle était la position finalement du Conseil du numérique sur un sujet très spécifique qui a trait à tout ce qui est vie privée. Alors je m'explique. On a d'un côté Snowden, qui a quand même un avantage, c'est de nous avoir révélé par exemple les écoutes de la NSA. Et puis de l'autre côté, le fait que si on autorise des devices et des systèmes d'une manière générale en encryption lourde, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas facilement décrypter, on va avoir peur, parce que c'était en fait même les peurs qu'on avait au temps du téléphone au début, que les criminels de tous bords s'en emparent. Donc il y a une tension fondamentale qui existe entre notre liberté et la surveillance. La NSA, mais pas seulement, hein, l'espionnage industriel, c'est quelque chose qui est extrêmement vivant aujourd'hui. Et puis le degré de privacy qu'on veut bien, de vie privée qu'on veut bien accorder aux gens. Alors en particulier en France, puisque les lois empêchent d'avoir des systèmes d'encryption lourde qui soient utilisés, hein, c'est illégal. Donc quelle est la position du Conseil sur ce sujet ? Il n'y a pas de position du Conseil, puisqu'on n'a pas été saisi ou on ne s'est pas autosaisi sur le sujet, donc on ne peut pas vous répondre avec une position du Conseil. En revanche, moi, ce dont je peux témoigner, c'est qu'on a été auditionné avec Benoît Thiolin, qui est le président du Conseil, et Jean-Baptiste Souffron, et le secrétaire général au Sénat, qui justement se posait notamment ce genre de questions. D'abord, il faut reconnaître. Alors, donc, moi, je vous donne ce qu'on a pu dire à ce moment-là. Enfin, je vous renvoie d'abord parce que ces éléments, ils ont été publiés par le Sénat. Enfin, vous pouvez avoir l'ensemble de l'audition qui est en ligne. Mais il y a une tension, il faut la reconnaître. Et après, il faut justement commencer à travailler à partir de là. Je vous donne simplement un exemple parce que ça inquiétait spécifiquement la présidente, la présidente de la commission, qui est s'il y avait une transparence absolue et une disponibilité absolue des données sur les gens, alors un certain nombre de catastrophes qu'on a connues au XXe siècle, par exemple sur le fichage, et puis après ce qu'on fait du fichage ethnique des gens ou du fichage religieux des gens, serait potentiellement très efficace, encore bien plus efficace. Donc à un moment, par exemple, de se dire la politique de mise à disposition de données, elle doit s'accompagner d'une position de transparence sur les algorithmes. Ça va plaire à Tristan. À un moment, on ne peut pas simplement faire confiance à une administration pour administrer des bons algorithmes, des algorithmes qui incarnent des valeurs
républicaine, à un moment, peut-être que ce qu'il faut, c'est que ces algorithmes ils soient rendus publics, que ces dispositifs, ces logiciels, ils soient aussi auditables, sortis. Il y a un moment où on reboucle entre l'open data et l'open source, au sens strict, parce qu'on vit dans un monde où on ne peut pas simplement se satisfaire de dire « Oh, bah, c'est des bonnes personnes, ils auront les bonnes données ». C'est ce que Snowden nous a appris.